cas, merci au pasteur et docteur El Malakbo de nous accorder ce moment et j'espère que les débats seront aussi fructueux que par le passé. Et le Malakbo, je vous présente, vous êtes pasteur de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, vous êtes aussi docteur en théologie et professeur de théologie systématique et théologie africaine à l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest, Oui, l'UPAO, campus d'Atakpamé. oui. Vous vous intéressez à la christologie africaine et menez de recherches sur la question de l'imaginaire social et de la reconstruction africaine. Vous avez publié un article intitulé Les titres christologiques dans la théologie africaine Et et leur leur implication application. éthique. Superbe. Alors, vous nous expliquerez pourquoi l'imaginaire social et la théologie de la reconstruction dans vos recherches. Vous nous invitez ce soir à réfléchir sur la question de la reconstruction africaine sous l'angle de l'imaginaire social africain. Mm. Beaucoup de questions, bien sûr, sont derrière cette affirmation, enfin cette problématique. Et je vous demanderai que devons-nous entendre par imaginaire social africain? Comment la théologie de la reconstruction aborde-t-elle la question de cet imaginaire social africain? Comment mettre l'imaginaire social africain au service de la reconstruction de l'Afrique? Quels sont les défis de l'Église dans cette dynamique de reconstruction de l'Afrique? Ce sont autant de questions que vous nous invitez à examiner par cette conférence. Mm. Euh, Nous partagerons par le chat une bibliographie qui pourrait être plus riche, mais nous avons voulu réduire par rapport à la dimension du besoin en livres. Nous partagerons donc par le chat cette bibliographie pour poursuivre les réflexions qui vont être partagées ce soir. Cher Elom, j'ai une question à vous Oui. poser. Quelle est votre actualité? Vous avez Actuellement, été, avant de répondre, j'aimerais préciser, parce que c'est toute ma joie, hein, que vous avez été bénéficiaire d'une bourse de recherche du DEFAP de mars à juin 2024, l'an dernier, pour terminer la rédaction de votre thèse intitulée La théologie de la reconstruction de Kamana et ses implications pour le Togo, votre pays. oui. Et j'ai eu la joie de parcourir cette thèse, enfin une partie de cette thèse, et j'en ai été émerveillé. C'est pour ça que je vous ai demandé de, de partager avec nous les fruits de vos recherches. Et je suis très heureux que vous ayez accepté. Voilà, vous voulez partager avec nous la suite qui a été donnée à ce séjour de recherche, j'imagine. C'est une... Oui, Voilà, allez-y. oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Par rapport à la suite de la recherche, nous sommes en plein pied dans la rédaction d'un livre que nous comptons sous peu publier. Et également, peut-être lorsque le moment viendra, nous allons solliciter également l'aide de DEFAP pour approfondir les recherches pour la publication. Je vous remercie. Aussi, personnellement, je disais que vous étiez doctorant. Et Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui, entre le décembre, entre juin 2024 et aujourd'hui? Entre juin 2024 et aujourd'hui, j'ai eu la chance de soutenir ma thèse au Cameroun. Et arrivé au Togo, on m'a affecté au niveau de l'UPAO, campus d'Atapamé, Oui, où j'enseigne la théologie africaine et la théologie systématique. Et félicitations, également, je suis aussi pasteur de paroisse. On m'a confié une paroisse également. félicitations, et nous sommes très très heureux de tout ça. Merci. Voilà. Ben, je vous laisse la parole après avoir précisé que vous avez 45 minutes pour votre présentation, environ, hein. D'accord. Je vais faire un effort énorme. D'accord. Et cette présentation sera suivie d'un temps de débat, la question-réponse, hein, pour permettre à nos auditeurs de réagir à vos thèses. D'accord. À vous la Et parole. j'aimerais aussi, ce sera aussi des apports de la part des auditeurs pour pouvoir améliorer aussi le travail. Merci beaucoup. Sans plus tarder, permettez-nous
de nous atteler à notre tâche qui nous unit tous aujourd'hui. Et pour ce jeudi du DEFAP, notre partage, notre réflexion porte sur la question de l'imaginaire et de la théologie de la reconstruction, ou la place de l'imaginaire dans la théologie de la reconstruction. Et le propos dans ce développement se structure en trois strates. La première passe en revue le concept imaginaire et ses différentes fonctions. Et la deuxième aborde la théologie de la reconstruction dans la perspective de voir comment la question de l'imaginaire est au cœur de cette dernière. Et la troisième strate traite des stratégies de reconstruction de nos pays sur la base de notre imaginaire et les défis de l'Église liés à cette dynamique. Sans plus tarder, permettez-nous d'aborder la première partie intitulée L'imaginaire et ses fonctions. Et cette partie comprend deux sections. La première, qu'entendons-nous par imaginaire? D'entrée de jeu, signalons l'existence de deux types d'imaginaire, à savoir l'imaginaire social ou collectif, oui, ou collectif lié à une société, et l'imaginaire radical ou l'imagination radicale liée à un individu. Cependant, dans ce développement, nous allons plus nous accentuer sur l'imaginaire social ou l'imaginaire collectif. Nos définitions prendront en compte les définitions des philosophes et à la fin, nous allons essayer de faire un résumé. Pour Cornelius Castoradis, l'imaginaire social, c'est cette faculté, cette capacité originaire qu'a une société de créer des formes, des images, cette capacité de mise en forme à partir de laquelle se développent les facultés de perception et de pensée. Pour Gilbert Durand, l'imaginaire social, c'est la sphère mentale dans laquelle une société imagine, invente et projette sa destinée comme un trajet global d'humanité. Pour Kamana, c'est la sphère mentale, la dynamique de l'esprit qu'embrasent les représentations, les croyances de fond, les mythes, les aspirations, les rêves, les quêtes, les utopies, les référentiels essentiels et les visions d'une société. C'est la sphère mentale d'une collectivité dans ses dynamiques vitales, le chemin sur lequel une société cisèle ou travaille minutieusement son image et module toutes les vibrations de ses espérances. Il est, pour le philosophe Popovic, l'élément qui permet à une société d'appréhender, de donner sens à la réalité qu'elle vit. Si donc l'imaginaire donne sens à la réalité, on comprend qu'en aucun cas on ne peut opposer l'imaginaire à la réalité. De ces auteurs, il ressort que l'imaginaire d'une société, c'est la mémoire de cette dernière, la sphère mentale, l'élément immatériel ou bien le logiciel qui permet à une société de se comprendre et d'imaginer son existence. C'est le répertoire des représentations, des croyances de fond, des mythes, des aspirations, des rêves, des quêtes, des utopies, des référentiels essentiels et des visions qui gouvernent les actions, les pratiques d'une société. Autrement dit, c'est l'ensemble des significations immanentes aux pratiques qui en règlent l'exercice. Bref, l'imaginaire social, c'est l'être d'une société, cet élément qui fait d'une société un collectif anonyme qui dépasse la somme des individus qui la composent. De cet essai définitionnel, quelles sont en filigrane les fonctions de l'imaginaire? Ce qui nous amène à la deuxième section de notre première partie, les fonctions de l'imaginaire social. L'imaginaire social, dans un premier temps, selon les philosophes, dans un premier temps, a un rôle instituant. Il est la source des institutions d'une société. Il donne sens aux institutions qu'il institue par sa capacité de symbolisation. Cette faculté, la symbolisation, cette faculté qui permet à une société de voir dans une chose ce qu'elle n'est pas et la voir autre qu'elle n'est. Ceci au travers de la création d'un univers
de signification imaginaire sociale. Si on prend par exemple la notion de famille, c'est une institution, un signifié imaginaire porteur de signification imaginaire qui définissent une donnée ou bien qui donne sens à une réalité de la société. Par ces significations imaginaires, l'imaginaire social permet à une société de donner des réponses à un certain nombre de questions essentielles et incontournables. Ces questions sont liées à son identité, son rapport au monde et ce qu'elle définit comme monde, ainsi que des questions liées à la finalité qu'elle se donne. Des questions telles que qui sommes-nous comme collectivité? Que sommes-nous les uns pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, ces questions, c'est l'imaginaire qui donne des réponses à ces questions et font d'une collectivité, ou bien d'une collectivité, oui, un collectif qui forme un collectif, donc, et en fait une société. Donc, pour Taylor et Castoradis, sans ces réponses à ces questions, on ne peut parler de monde humain, ni de société et de culture. Ces deux auteurs précisent qu'il ne s'agit pas des questions et des réponses posées explicitement. Par son imaginaire social, toute société fait émerger des réponses de fait à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est donc dans le faire de chaque société qu'apparaît comme sens incarné les réponses à ces questions liées à son existence, liées à ce que la société comprend comme monde. Donc, l'imaginaire social, au travers donc de la création des significations imaginaires, au travers de la création des signifiés imaginaires qui sont en même temps des institutions de la société et assortis des significations imaginaires, fait tenir la société comme un tout, définir l'identité des individus et des choses, donne un sens à tout ce qui est dans la société et hors de celle-ci, fonde et oriente le faire de toute société et fournit une réponse aux questions fondamentales que toute la société se pose. Bref, l'imaginaire social fait émerger fait émerger, donne sens et unit les institutions d'une société. C'est l'être de la société qui, au travers de ses significations imaginaires, fournit à l'individu non seulement un monde sensé, mais aussi le structure et norme son comportement. Par conséquent, l'individu n'est pas le fruit de la nature, mais il est création et institution sociale. Ce qui nous amène à une autre fonction de l'imaginaire social, qu'est la socialisation ou la création de l'individu. Paul Ricoeur, dans son ouvrage intitulé De l'interprétation, essai sur Freud, démontre que l'imaginaire social crée l'individu dans ce sens qu'il fait passer l'homme de son état primaire, un état caractérisé par la rationalité et la sociabilité, à un état secondaire caractérisé par la rationalité, la créativité, la novation. C'est par l'acte de sublimation que l'imaginaire fait de l'homme un individu social. En effet, c'est par l'imposition des significations imaginaires sociales que l'imaginaire radical, on l'avait dit dans la définition, l'imaginaire radical, c'est cet imaginaire lié à qui fait partie, bien qui définit l'individu, l'imaginaire lié à l'individu. Donc, par la symbolisation ou bien par l'imposition des significations imaginaires sociales, l'imaginaire radical perd sa toute-puissance, permettant ainsi à l'homme de devenir un animal raisonnable et socialisé. Et par l'éducation, l'homme passe à l'acte de sublimation en remplaçant l'objet initial de sa pulsion par les objets sociaux, par les significations imaginaires, par les signifiés imaginaires, c'est-à-dire par les institutions de la société. Ainsi, le sujet qui éprouvait du plaisir que pour ses propres représentations devient un individu social qui peut éprouver du plaisir à fabriquer un objet, par exemple, à parler avec d'autres, à entendre un récit,
ou un chant, à regarder une peinture, à démontrer un théorème ou à acquérir un savoir. Aussi, à apprendre que les autres ont une bonne opinion de lui et même à penser qu'il a bien agi. Et par l'acte de sublimation, l'individu s'ouvre au monde symbolique de la société et intériorise les significations imaginaires sociales instituées. L'individu est de ce fait fabriqué dans et par la société et incarne les institutions et leurs significations imaginaires. Et c'est par le biais de l'éducation que l'imaginaire social impose ses propres significations à l'imaginaire radical en vue de faire émerger sa capacité de création, de novation et de socialisation. Et dans ce processus, deux éléments sont absolument essentiels pour qu'il y ait possibilité de socialisation de l'individu. Il s'agit de la culture et de la langue, qui ne sont que, eux aussi, des significations imaginaires qui émanent de l'imaginaire social. Et aussi, il est capital de souligner que l'imaginaire social donne la capacité à toute société de s'ouvrir à d'autres sociétés en intégrant dans sa symbolique ou dans son répertoire de signification imaginaire les significations imaginaires d'autres sociétés. Cela permet à toute société d'enrichir sa symbolique avec de nouvelles significations imaginaires. Cependant, lorsque cette ouverture est faite par violence, par imposition, l'on assiste à une socialisation ratée des individus et à des distorsions cognitives au sein de la société et qui sont une conséquence de ce que Kamana appelle le mauvais formatage de l'imaginaire social et dans sa théologie. Puisque pour qu'un individu ou une société s'ouvre aux institutions ou aux significations imaginaires d'autres sociétés, l'individu ou bien la société en question doit être capable d'intégrer dans sa symbolique ces différents éléments en se familiarisant avec eux. Mais lorsque cela n'est pas fait dans cette dynamique et cela se fait par violence, vraiment, il y a un choc et on assiste à un imaginaire de cette société, on assiste à un imaginaire déstructuré. Et cela vraiment cause des problèmes énormes à cette société. Et ainsi, je pense que nous avons fait le tour de la définition de l'imaginaire, de la fonction ou bien des fonctions de l'imaginaire qu'on peut résumer comme suit. L'imaginaire, c'est l'être de la société qui permet à une société d'être une société sensée, qui permet à la société de s'organiser. L'imaginaire dans la société joue deux rôles. Le premier consiste à instituer les institutions de la société, les unir, permettre et définir l'identité de chaque individu, bien définir l'identité des individus et donner un sens à la réalité de la société. La deuxième fonction de l'imaginaire, est l'imaginaire essaie de créer les individus et l'imaginaire essaie de faire des individus des personnes sensées, douées d'un raisonnement, des personnes capables de créer, capables de novation. Donc, au demeurant de ces fonctions assumées par l'imaginaire social, il est raisonnable de soutenir que l'imaginaire social est un élément fondateur de l'humain et de la société. Il fait émerger chez l'homme et dans la société l'élément immatériel qui prédispose et conditionne leur fonctionnement. Autrement dit, il tisse en toile de fond la conduite de l'action humaine et oriente l'existence humaine. Il est de ce fait une évidence qu'un imaginaire social mal formaté ne peut donner lieu qu'à une société pathologique, à une société asensée. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre présentation intitulée La théologie de la reconstruction. La théologie de la reconstruction est un courant de la théologie africaine, une réflexion qui éveille les consciences en mobilisant les énergies spirituelles, les valeurs éthiques et sociales prônées par les forces vives de l'Afrique pour travailler à la reconstruction de l'Afrique face
à la crise multisectorielle qui la paralyse. Pour les tenants de cette théologie, il est tout à fait clair que Jésus, dans son ministère public, était activement impliqué dans la reconstruction des individus et de leur communauté. Pour ces derniers, le livre de Néhémie et le sermon de Jésus-Christ sur la montagne sont des textes bibliques de base pour la reconstruction. Après cet essai de définition, soulignons qu'il n'est pas question pour nous de procéder à une présentation globale de la théologie de la reconstruction. Nous allons plus nous pencher sur la théologie de la reconstruction prônée par Kamana. Et ce choix est motivé par le fait que parmi les tenants de la théologie, de la théologie africaine de la reconstruction, et il me paraît, permettez-moi de le dire, il est le seul qui aborde la question de la reconstruction sous l'angle du concept imaginaire social. Et la raison de ce choix étant donnée, il s'agira pour nous de ressortir les grandes articulations liées au comment la question de l'imaginaire social est abordée dans cette théologie de la reconstruction et voir comment cette théologie met au service l'imaginaire au service de la reconstruction de nos pays africains. Ce qui nous amène à la première section de notre deuxième partie intitulée comme suit: les grandes articulations de la théologie de la reconstruction. Le concept imaginaire social occupe une place de choix dans la théologie prônée par Kamana. En effet, pour Kamana, les crises multisectorielles qui assaillent le continent africain sont la conséquence d'une crise plus profonde, celle de l'imaginaire social négro-africain. Cette crise est une résultante du passé douloureux qu'a connu le continent africain en général et l'Afrique noire en particulier. La traite négrière, l'impérialisme, le colonialisme, assortis de sa politique de table rase, sont des événements historiques qui dénotent d'une rencontre violente entre l'Afrique et l'Occident. Une rencontre qui est à l'origine du mauvais formatage de la déstructuration de l'imaginaire social négro-africain. Kamana met en exergue ce mauvais formatage, cette déstructuration au travers de certaines réalités observées et observables sur le continent africain. Des réalités qui, selon le philosophe américain Arendt, sont des symptômes, des preuves des preuves d'un imaginaire social malade ou bien un imaginaire social déstructuré. Il s'agit d'abord de la crise des fonctions de l'esprit. Et quand on parle de la crise des fonctions de l'esprit, il s'agit de la pensée collective, d'une volonté collective et d'un jugement collectif. Donc, ces éléments au sein de la société, lorsqu'elles sont en crise, pour ce philosophe, cela dénote d'un imaginaire malade. Ensuite, Kamana utilise les différents mythes qu'on observe au sein de la société africaine pour définir, pour démontrer que l'imaginaire social africain est malade. Il s'agit des mythes sociaux tels que le mythe de l'Occident, le mythe de l'identité culturelle, le mythe de l'indépendance, du développement, de la libération et de la démocratie. Ces mythes sont des constructions imaginaires qui tiennent lieu de réponse à une situation ou à des questions que la société africaine s'est posée à un moment de son évolution. Ces signifiés, ou bien oui, ces mythes qui sont des signifiés imaginaires, qui devaient contribuer à l'évolution notable de la société africaine, sont transformés en mythes dénués d'énergie, capables de booster la transformation de la réalité africaine, du fait qu'ils sont portés par un imaginaire social négro-africain malade, un imaginaire déstructuré. Enfin, il utilise l'historicité d'un peuple pour essayer de démontrer que l'imaginaire de ce peuple est malade. Et quand on parle de l'historicité, c'est cette capacité qu'a un peuple de mettre en relation son passé, son présent et son futur. Et
avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nous dit que lorsqu'un peuple est incapable de mettre en dialogue son passé, son présent et son futur, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Cela voudrait dire que l'imaginaire social de cette société est quelque part malade. Donc voici les trois éléments que Kamana utilise dans toute sa théologie pour essayer d'expliquer comment, ou bien l'état de l'imaginaire social africain. Et nous allons, dans notre thèse, nous avons essayé de regarder en Afrique, ou bien au Togo, particulièrement au Togo, pour voir est-ce que réellement l'imaginaire social togolais est malade? Et dans nos recherches, nous avons trouvé un auteur comme Itou Labo qui démontre réellement que le peuple togolais a mal avec son histoire. Nous sommes incapables de rentrer dans le passé en vue de sortir les éléments nécessaires pouvant nous permettre d'aborder notre présent et d'envisager notre avenir. Et il le démontre parfaitement dans son ouvrage et il démontre également que lorsque nous réussissons à aller dans notre passé, à dialoguer avec notre passé, nous ne voyons pas notre histoire comme un lieu où nous devons partir chercher des éléments capables de nous permettre de foncer, de construire notre imaginaire, mais nous allons chercher des éléments folkloriques. Par exemple, si nous prenons l'identité, le mythe de l'identité culturelle. L'identité culturelle devait nous permettre d'aller dans notre passé, rechercher les éléments, la matrice éthique de notre culture en vue de cerner notre présent et construire notre avenir. Mais lorsque nous partons dans notre passé, nous ne faisons que nous cantonner sur le volet folklorique de la culture, ce qui vraiment dérange le peuple togolais. Et jusqu'alors, nous évoluons d'échec en échec en matière de construction de notre cher pays, le Togo. Ainsi se présentent les trois éléments qui dénotent de la structuration de l'imaginaire social négro-africain. Cette structuration qui est de l'ordre du mauvais formatage n'est pas sans pathologie, n'est pas sans pathologie. On assiste vraiment à des pathologies qui dénotent réellement d'un imaginaire malade. Il s'agit des pathologies culturelles, politiques, comme avec l'identité culturelle que je viens d'expliquer dans le cas du Togo, l'identité politique les pathologies politiques, économiques, sociales et leur cortège de conséquences que chacun de nous connaît. L'émergence d'une culture dépourvue de valeurs nourricières et de spiritualité fécondatrice, une spiritualité capable de booster nos pays africains dans la dynamique de la reconstruction. L'effondrement de l'éducation et également l'éducation, il s'agit de l'éducation scolaire, familiale et religieuse également. Et cela, vraiment, cela, nous l'assistons beaucoup dans le contexte togolais où aujourd'hui, on peut dire que l'éducation a démissionné et on a vraiment un problème. Donc, et face à un imaginaire social négro-africain et déstructuré, dont les pathologies et les conséquences dénotent de l'urgence de la reconstruction de l'Afrique pour des lendemains meilleurs, Kamana va proposer une restructuration de cet imaginaire social africain pour l'émergence des significations imaginaires ou bien des mythes, des significations imaginaires des mythes des individus capables de booster la reconstruction de l'Afrique. Donc, pour Kamana, on ne peut reconstruire l'Afrique avec un imaginaire malade. Pour réussir la reconstruction de l'Afrique, il faudrait d'abord guérir l'imaginaire malade africain en vue de donner la capacité, de redonner la capacité à l'imaginaire africain, de leur redonner sa capacité d'institution et sa capacité de socialisation. Parce que sans l'imaginaire, on ne peut avoir des individus doués, capables de créer, capables d'innovation pour la reconstruction. C'est ce qui nous amène à la deuxième section de notre présentation, et à la deuxième sous-section de notre présentation qui aborde la question de restructuration de l'imaginaire négro-africain. Chez Kamana, le salut apporté par Christ en Afrique commence par la restructuration de l'imaginaire social négro-africain. Cette restructuration signifie dans un premier temps bien premièrement, libération ou déconstruction. Pour Kamana, il faut d'abord libérer l'imaginaire social africain et avant
de l'introduire dans une dynamique de novation. Et qu'entendons nous par déconstruction de l'imaginaire africain, social africain? Elle consiste à remettre en question et à rompre non seulement avec les structures du système colonial et néocolonial, mais aussi avec l'intériorisation de l'esprit de ces deux systèmes et de l'esprit d'infériorité que ces systèmes ont engendré dans le mental de l'être africain de l'être africain. Cette déconstruction consiste à libérer l'imaginaire de son univers mythologique qui le bloque dans sa capacité de création et face à une telle tâche de libération ou de déconstruction, Kamana fait recours à la théologie de guérison holistique proposée par les théologiens congolais Mbambi Pungua. C'est un théologien congolais qui s'est vraiment penché sur la question de guérison holistique, comment nous pouvons guérir l'être africain totalement pour qu'il puisse occuper son rang dans le concert des nations. Donc, face à l'imaginaire social africain malade ou déstructuré, assorti de pathologies, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles et religieuses, et le théologien congolais Mbambi Kungua, dans son ouvrage intitulé Le Dieu crucifié en Afrique, propose la guérison holistique qui fait recours aux principes, aux valeurs spirituelles et éthiques de la culture africaine repensée. Il propose qu'il faudrait qu'on repense la culture africaine en vue de sortir des éléments qui peuvent permettre au continent africain de se guérir lui-même. Ces valeurs devraient irriguer l'ensemble du corps social et fertiliser la conscience et l'intelligence africaine. Cette restructuration, dans un premier temps, nous avons dit cette restructuration signifie déconstruction, libération. Et dans un deuxième temps, cette restructuration signifie novation, et elle consiste à intégrer l'imaginaire social négro-africain, libéré bien sûr, dans une nouvelle dynamique qui implique la création de soi et d'un monde nouveau. Bref, il s'agit d'amener cet imaginaire social à retrouver sa capacité de socialisation et son rôle instituant. En effet, il s'agit de redynamiser et ou revitaliser les rêves, les utopies, les visions glorieuses de soi, l'image positive que l'on peut se faire de son propre être, de sa propre destinée et de sa propre place dans le monde. Autrement dit, il est question pour le peuple africain de reprendre son souffle dans la mémoire de sa libération, de redonner sens à cette mémoire comme tradition créative et d'imaginer son avenir en s'appuyant sur sa capacité d'utopie et son pouvoir d'innovation dans la fidélité aux aspirations les plus profondes de ses ancêtres, de nos aïeux. Cette révolution nécessite une base ou bien un moteur qui pourra lui donner une puissance, un élan pour surmonter les drames de la société africaine. Cette base peut être constituée de forces qui rêvent d'une nouvelle destinée africaine au travers de leurs œuvres, des forces pensantes qui se donnent sur qui se fondent plutôt, excusez-moi, des forces qui se fondent sur les racines historiques les plus profondes de l'Afrique et font appel à des référentiels éthiques, évangéliques et spirituels pour éveiller la conscience africaine, la responsabilité du peuple africain dans le processus de reconstruction de l'Afrique. À ces forces s'ajoutent également celles qui se révoltent contre l'ordre établi, celles qui prient de manière créative ou qui savent que la communion avec Dieu et l'ouverture à son souffle, c'est vraiment pour apporter un plus au continent africain, c'est vraiment pour changer l'Afrique, pour reconstruire l'Afrique. Les différents éléments de cette base ont l'obligation de conjuguer leurs efforts pour devenir, en plus de l'Église, le véritable moteur d'un nouvel imaginaire social négro-africain à travers un travail culturel de fond pour donner du souffle aux utopies qui embrasent toutes les couches
de la société africaine afin d'amener les Africains et les Africaines à faire d'eux-mêmes le centre de toute leur histoire, à se construire un nouveau discours sur leur pays en tenant compte de leur passé, de leur présent et de leur avenir. De cette théorie de restructuration de l'imaginaire social et de l'imaginaire social négro-africain, trois conséquences majeures sont à envisager. Il s'agit premièrement de la révolution de l'être de l'Africain. Lorsqu'on parle de l'être de l'Africain, il s'agit de l'être africain lui-même et de la réalité africaine que l'Africain vit. Cette restructuration aussi doit aussi aboutir à la révolution de l'historicité du continent africain et à la révolution des mythes sociaux dont nous venons de mentionner. Il s'agit du mythe de l'Occident, de l'indépendance, de la démocratie, de l'identité culturelle et j'en passe. Voici en quelque sorte la théorie de structuration proposée par Kamana. Mais on ne peut pas faire ou bien élaborer une théorie sans mettre en place des stratégies pour pouvoir réussir ou bien appliquer cette théologie. C'est ce qui nous amène à un essai ou bien esquisse de stratégie pour la restructuration de l'imaginaire social négro-africain, qui est notre troisième partie de ce développement. De cette théorie de restructuration de l'imaginaire social négro-africain, une stratégie d'application ou des pistes d'application peuvent être envisagées. Il s'agit de la culture et de l'éducation africaine. Ces éléments doivent être révolutionnés afin qu'ils puissent assumer efficacement la tâche qui leur incombe dans ce dans ce processus de restructuration de l'imaginaire en vue de la reconstruction. Qu'entendons-nous par la révolution de la culture africaine? Ou bien qu'est-ce que nous mettons sous le chapeau de la révolution de la culture africaine? Révolutionner la culture africaine consiste à renouer, à repenser et à éclairer la dite culture sur la base de l'Évangile en vue de son accomplissement. Ceci dans le but de faire émerger une nouvelle culture sur la base des meilleures valeurs éthiques qui ont fondé l'humanité du peuple africain dans le passé. Dans cette logique, il est clair que renouer, repenser et éclairer son patrimoine culturel ancestral ou ou accomplir son patrimoine culturel ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de folklorisme qui fait référence à un passé idyllique, à un passé charmeur. Non, lorsque nous voulons révolutionner notre culture, nous devons nous intéresser plus aux valeurs éthiques, à la matrice éthique qui a fondé l'humanité de nos ancêtres en vue de restructurer notre imaginaire pour une reconstruction digne de son nom. Cette révolution de la culture pour une restructuration de l'imaginaire social négro-africain doit s'inscrire dans une perspective de revenir au meilleur sucre de la culture africaine, de retrouver l'énergie positive des valeurs africaines et les enrichir par des significations imaginaires venues d'ailleurs, et ceci à la lumière de l'Évangile. Cela redonnera à la culture africaine un nouveau souffle pour une culture capable de faire émerger dans la société africaine un type de personnalité douée de créativité et d'inventivité pour maîtriser tous les enjeux du présent et inventer une nouvelle destinée africaine. Bref, il s'agit de s'inscrire dans une perspective de réinterprétation de la culture tout en s'ouvrant aux significations imaginaires, sociales d'autres sociétés, et ceci à l'aune de l'Évangile. Cette révolution ou cette réinterprétation de la culture africaine aura pour but non seulement de mettre en valeur les meilleurs sucs éthiques qui ont fondé l'humanité de la société ancestrale africaine comme substance de la culture africaine, mais aussi d'annihiler les faiblesses de la culture africaine en vue de fournir des pistes ou des fondements pour une nouvelle culture africaine, pour l'innovation
la restructuration, la révolution de notre imaginaire social. Ainsi, voici en quelque part ce que nous entendons par révolutionner la culture africaine. Qu'entendons-nous maintenant par la révolution de l'éducation africaine? La révolution de l'éducation doit porter sur les exigences des valeurs et du sens, sur les bases même des croyances, des normes et des mentalités qu'il faut poser comme forme de l'esprit et énergie de culture et de civilisation dans l'éducation et la formation des hommes et des femmes au sein de la société africaine. Aussi, doit-elle porter sur l'organisation en matière éducative pour œuvrer pour une œuvre, excusez-moi, pour une œuvre d'envergure au plan d'affirmation de soi du peuple africain. Ceci en vue de donner aux générations montantes les énergies de leur autoréalisation. Il faudrait aussi, en marge de l'éducation en général, envisager la révolution de l'éducation chrétienne puisque selon l'auteur Guy Coq, le sacré ou la religion instaure au sein de la subjectivité une nécessité intérieure qui constitue une garantie contre l'errance de la volonté humaine. Il est donc une évidence que une société sans le sacré est une société ébranlée, dans ce sens que la religion, par son éducation, donne à l'homme un socle sur lequel reposent les institutions qui rendent possible la société et donnent solidité aux civilisations pour leur essor. Dans cette logique, les églises en Afrique, au travers de leurs fonctions éducatrices, doivent être en mesure d'amener le peuple africain à une spiritualité révolutionnée, source d'éthique, une spiritualité en accord avec la raison et une spiritualité qui engage au service de la société pour la reconstruction. En somme, l'éducation africaine révolutionnée doit être capable ou bien doit être en mesure d'aboutir à une action éducative dont la priorité, excusez-moi, dont la priorité sera dans un premier temps, sera de transmettre l'héritage culturel repensé et accompli. Secondo, former les nouvelles générations montantes sur la base de la culture africaine accomplie, forger des Africains et Africaines qui vivent en fonction des attentes qui sont les leurs et des personnalités dynamiques capables de donner corps à l'Afrique de l'espoir. Former également des inventeurs du futur africain sur la base des besoins fondamentaux et attentes cruciales du peuple africain. Et voici en quelque sorte ce que nous avons proposé sur la base de nos recherches. Que conclure alors, mes chers frères? On ne peut opposer l'imaginaire social à la réalité qui n'a de sens que grâce aux significations imaginaires de l'imaginaire social. C'est dans cette dynamique que Kamana, au travers de la théologie de la reconstruction, va expliquer la réalité que vit le peuple africain au lendemain des indépendances. Une réalité due au mauvais formatage de l'imaginaire social négro-africain, d'où il propose une restructuration de l'imaginaire social africain pour une nouvelle réalité, celle d'une Afrique reconstruite, oui, celle d'une Afrique reconstruite, celle d'une Afrique capable de se prendre en charge, celle d'une Afrique reconstruite au sein duquel le bonheur est partagé. Cette restructuration qui signifie libération, innovation, ne saurait advenir sans une révolution de la culture et de l'éducation en général, et celle chrétienne en particulier. Une éducation qui promeut une culture révolutionnaire à l'aune de l'Évangile. Bref, une éducation et une culture révolutionnée qui redonne souffle à l'imaginaire social africain pour une reconstruction de l'Afrique. Je vous remercie.